Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le pseudonyme de Le Corbusier, compte parmi les architectes et urbanistes les plus décisifs du XXe siècle. Mais la plupart d'entre nous ignorent qu'il fut également un important peintre et plasticien. Il le fut même avant tout. À l'occasion du cinquantenaire de sa disparition en Méditerranée, les galeries Éric Mouchet et Slotowski ont rassemblé environ 60 œuvres plastiques de Le Corbusier. Et il est toujours captivant de découvrir qu'Éric Mouchet, architecte de son état, a, au cours de ses recherches, déniché ses œuvres dessinées ou peintes de Le Corbusier. Il a ouvert sa galerie à Paris et est devenu un spécialiste de l'œuvre graphique et picturale de l'artiste. Un vrai travail de fourmi, alors que ses œuvres étaient passées quasiment sous silence. Le Corbusier ne se considérait pas du tout comme un peintre du dimanche, il avait une véritable conscience de l'importance de son travail de peintre. D'abord parce que dans la première phase de son travail de peintre, il avait avec aux enfants en 1917-1918 conçu un mouvement pictural avant même d'avoir une œuvre d'architecte importante. Il avait conçu un mouvement pictural qu'ils ont appelé le purisme, et ce mouvement se fondait sur le cubisme en disant tout ce qu'il y avait de bien dans le cubisme, tout ce que le cubisme avait apporté à l'histoire de l'art, mais aussi tout ce qu'il y avait à critiquer dans le cubisme. La guerre de 14-18 avait fait une grande coupure dans toutes les idées de l'avant-guerre. Maintenant, il y avait quelque chose de nouveau à construire, de moins intellectuel, de plus clair, qui pouvait aussi faire la promotion de l'industrialisation et de la mécanique. Donc cette période-là, la période du purisme, était une période très importante dans laquelle il a beaucoup investi. Ensuite, il a eu une œuvre de peintre plus personnelle, après l'époque puriste, mais dans laquelle il croyait complètement. Il était persuadé de faire un très bon travail et il consacrait une demi-journée chaque jour de son temps à son atelier personnel, ce qu'il appelait effectivement son atelier de la recherche patiente, où il écrivait, où il dessinait, où il gravait, où il peignait. Et puis il consacrait la seconde demi-journée chaque jour à son atelier d'architecture avec ses collaborateurs. À plusieurs reprises, il dit que sans cette œuvre picturale, son œuvre architecturale et urbanistique n'aurait pas eu la même valeur. Nul doute que Le Corbusier était avant tout un très bon dessinateur et quelqu'un qui avait fait ses classes. En 1907, à peine 20 ans, il part étudier en Italie et revient avec un dessin de tabernacle qui n'est pas sans rappeler ceux du Moyen-Âge. Ce dessin, plusieurs personnes l'ont associé à un dessin de Viollet-le-Duc. Ça pourrait être un dessin de Viollet-le-Duc. Il est dans la tradition du 19e siècle où tout architecte se doit d'avoir un dessin parfait, de savoir très bien maîtriser cet outil qui est à la fois l'outil qui aide à la mémorisation, qui est à la fois l'outil de conception, mais aussi une aide à la mémorisation des formes qu'on a vues. Donc ce dessin du Bargello, c'est un exercice de dessin et c'est un souvenir de forme du Moyen-Âge vu dans un musée. La création, avec Paul Dermet de la revue L'Esprit Nouveau, en 1919, permet d'asseoir le purisme dans une époque fertile en nouvelles théories sociales et artistiques. Une époque où le purisme de Le Corbusier semble prendre des allures de retour à l'ordre. C'est un côté retour à l'ordre qu'on évoque rarement. On évoque plus une promotion, une mise en avant, une glorification de la mécanisation et de l'industrialisation. Les objets qui sont représentés sont des objets industriels et dont l'usage par le plus grand nombre ne peut qu'apporter bien-être et qualité de vie. On a ici des exemples de plusieurs phases du purisme, un purisme très pur, très obéissant aux dogmes édictés au départ, et puis ensuite des variations de plus en plus fantaisistes. Et donc on va arriver à des mélanges de différentes formes, des formes extrêmement rigoureuses héritées du purisme et des formes beaucoup plus alambiquées qui vont être les objets, ce qu'il appelle les objets à réaction poétique, c'est-à-dire des objets dont la beauté intrinsèque peut être simplement créée par la nature. Et Le Corbusier va associer aussi à ces objets, à ces formes naturelles, qui ont une beauté particulière, des formes qui ont été dues au hasard. Et c'est là le lien entre le surréalisme et ce moment de l'œuvre de Le Corbusier, c'est qu'une forme belle peut être due au hasard ou à un geste de la nature. Et ça n'est plus du tout une création de l'homme, alors que, par essence, au moment du purisme, c'était l'homme qui créait la beauté. Dans le milieu des années 20, alors qu'il se consacre à la nature morte, Le Corbusier présente de l'intérêt pour le music hall, dont il aimait particulièrement les spectacles de danse. Ayant besoin d'argent, il décide de dessiner une série consacrée à cet univers qui tranche avec son travail précédent.
Et il a donc proposé à différents amis de leur faire toute une série de dessins de music-hall parce qu'il avait déjà fait des croquis sur place et il avait envisagé de faire une série de gouaches. Puis cette série de gouaches a été refusée par différentes personnes, mais il a finalement trouvé un ami à Genève qui s'appelait Marcel Levaillant et qui lui a dit d'accord, il était prêt à payer la petite somme que Le Corbusier demandait pour cette série de gouaches de music-hall. Il s'est exécuté, il a fait cette série qui est basée sur les croquis au crayon très simples qui sont conservés à la Fondation Le Corbusier. Il a fait une série de 50 dessins à la gouache, tous à un format identique, et il les a apportés à Marcel Levaillant à Genève en lui disant qu'il a fait un bon travail, qu'il fallait le considérer avec importance et que ces dessins ne devaient pas être encadrés, ils devaient être montrés 6 par 6 sur sa table et il fallait les faire tourner rapidement comme les jambes des filles dans les spectacles de music-hall. La pratique des arts plastiques permet à Le Corbusier de créer des passerelles entre son travail d'architecture et de peinture, comme c'est le cas avec le concept de mariage des contours. Le Corbusier, quand il effectue ses travaux de peintre des années 30, utilise un concept architectural pour dessiner ses formes. Il utilise ce qui avait été nommé le mariage des contours lors de l'époque puriste, qui consiste avec un seul trait, à dessiner 2 formes de qualité équivalentes. Il y a des dessins de cette même période, par exemple, où pour dessiner une épaule, il dessine juste un trait, et ce trait contient l'épaule. Il n'y a qu'un côté du trait, je dirais, qui est intéressant, sachant que ce qui est derrière l'épaule n'a aucun intérêt. Il y a aussi un moment où il va dessiner 2 jambes l'une contre l'autre. Il faut que chacune de ces 2 jambes ressemble à une jambe, et il va le faire avec un seul trait, de la même façon que l'architecte, quand il dessine une cloison, va délimiter avec cette cloison 2 espaces, 2 pièces, et que chaque pièce devra avoir son intégrité, sa beauté propre, sa fonctionnalité propre. Le concept du mariage des contours, c'est de ne pas dessiner une forme au détriment de celle qui est en face, mais que les 2 formes aient une valeur équivalente. Et ça, c'est une recherche strictement intellectuelle pour le dessinateur, parce que ce n'est pas une obligation pour le peintre de s'intéresser à ça, mais c'est un travail qui montre l'analogie entre le travail d'architecte et le travail de peintre, ou en tout cas le lien qu'il y a, un lien profond qu'il y a chez Le Corbusier, à ce moment-là, entre son travail de peintre et son travail d'architecte. Ce qui étonne dans l'œuvre plastique de Le Corbusier, c'est l'absence de dessin abstrait, même s'il s'en approche parfois, comme c'est le cas avec cette gouache de main ouverte qu'il peint en 1950. Le Corbusier a toujours nié être un peintre abstrait. Il dit, et quand on connaît son travail, on peut retrouver les origines de chacune des formes, effectivement. Il a toujours dit que la peinture abstraite ne l'intéressait pas et que lui, son travail était figuratif. Alors effectivement, il y a des aberrations dans les formes qui peuvent laisser penser à l'abstraction, mais il n'y a pas ce que les peintres abstraits des années 50 faisaient et lui était assez étranger. Le Corbusier avait une haute estime de sa peinture, mais celle-ci n'eut pas le succès qu'il espérait. En 1952, il élabore 18 œuvres intitulées Taureaux, très différentes de son corpus d'images antérieur. Des œuvres qui rappellent le travail de Pablo Picasso. Il était donc assez jaloux de la réussite commerciale, du succès que Picasso a eu. Et Picasso, effectivement, a inspiré beaucoup d'artistes. Le taureau peut être considéré comme faisant partie du patrimoine de Picasso, mais le taureau, c'est aussi la Méditerranée plus généralement, et Le Corbusier s'est rapproché de la Méditerranée au moment précisément où le taureau devient un thème central de son travail, c'est-à-dire vers 1951-52, c'est le moment où il installe son cabanon à Cap-Martin, donc il renoue avec la Méditerranée où il prétend avoir ses origines familiales. C'est aussi un moment où il dessine des vaches sacrées et des taureaux en Inde, parce qu'il voyage beaucoup en Inde à ce moment-là, et puis c'est aussi le symbole de la virilité. C'est un monsieur qui a 60 ans. Et il y a beaucoup de symboles autour du taureau. Ce n'est pas seulement l'héritage de Picasso, mais ce n'est pas un hasard quand même que Picasso et lui aient tous les deux travaillé sur ce thème. À travers cette exposition, les galeries Éric Mouchet et Slotowski révèlent un Le Corbusier à l'œuvre complexe et polymorphe, pour le plus grand plaisir des amateurs d'art, mais aussi des collectionneurs.